Quel secret cache le premier épisode de House of Dragon saison 3? On reprend les bonnes habitudes avec l'analyse hebdomadaire de chaque épisode de House of Dragon, avec évidemment mon analyse, les décryptages de chaque référence dans l'épisode, mais aussi une analyse des différences entre House of Dragon et Feu et Sang, elles sont nombreuses, vous le savez, et enfin une toute petite section spoiler à la fin pour les lecteurs des livres, mais je vous préviendrai à la fin quand ça va spoiler. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. L'épisode 1 de cette troisième saison tant attendue de House of the Dragon s'ouvre avec une petite surprise. Le générique a été quelque peu remanié. Il s'ouvre différemment sur les fils de la tapisserie d'abord, il ajoute aussi des scènes à cette grande fresque et surtout la musique composée par Ramin Djawadi et qui donne son illustre thème à Game of Thrones se voit ici galvanisé par l'ajout de tambours de guerre en fond sonore. Une façon assez évidente de nous confirmer qu'après les événements de la saison 2, la série et ses personnages sont bel et bien sur le sentier de guerre. L'épisode s'ouvre sur le Val et le dragon que poursuivait Rhaena tout au long de la saison 2. Visiblement, il comprend le haut valyrien, et Rhaena a bien en tête les différents ordres qu'on peut donner à un dragon. Étant donné que leur rencontre dans l'épisode 8 de la saison 2 avait lieu de jour, et que cette scène a lieu de nuit, on peut imaginer que Rhaena a insisté des heures durant auprès de voleurs de moutons, dragon qui trouve enfin son nom pour la première fois dans la série d'ailleurs. Difficile de savoir si le dragon obéit réellement à Rhaena tout au long de leur séquence ensemble dans l'épisode 1, mais j'ai été particulièrement frappé par cette scène où Voleur de moutons revient auprès de Rhaena et régurgite 2 cadavres de moutons, dont un qu'il brûle avant de l'envoyer à la jeune femme. Ça m'a rappelé la manière dont les oiseaux nourrissent leurs oisillons, ils régurgitent des aliments qu'ils ont eux-mêmes chassés et leur donnent la béquée. Voleur de moutons considère peut-être Rhaena plus comme son enfant que comme sa maîtresse, ce qui semble expliquer aussi qu'elle perde totalement le contrôle de sa monture durant la bataille du gosier. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet avec la bataille de cet épisode 1, ce premier épisode est aussi l'occasion de refaire le point sur les différents personnages et où on les avait laissés en saison 2. Je pense notamment aux 3 nouveaux dragonniers, Ulf, Adam et Hugh, qui sont stationnés à Harrenhal pour tendre un piège à Vhagar et Aemond. Là, on en découvre plus sur le passé d'Ulf, et notamment les blessures qu'il a connues. Mais ce n'est pas tout, car il semble très intéressé par l'ascension sociale que lui promettait Rhaenyra en saison 2. Pour lui, devenir chevalier, c'est obtenir un château. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, lui explique ses 2 compères. En tout cas, Ulf n'aime pas Harrenhal, et il semble découvrir un homme vert, gardien des forêts, avant de faire la rencontre d'Alice Rivers, qui leur annonce qu'une bataille a lieu près de Pendragon ou Dragonstone, et que leur reine a besoin d'eux. De son côté, Corlys Velaryon semble toujours très intéressé par sa propre succession. On rappelle que c'était sa grande thématique de la saison 2, et on le voit notamment tendre une main vers Aline de Karen, son fils bâtard qui se montrait très froid envers lui en saison 2. Cette fois, on sent que la relation est prête à avancer, ils semblent tous les deux prêts à faire un pas vers l'autre. Ce pas d'ailleurs va être totalement franchi lors de la bataille du gosier où père et fils vont s'illustrer, mais j'en parlerai tout à l'heure. L'épisode 1 de House of Dragon, saison 3, nous présente un nouveau personnage, celui d'Ormund Hightower, le seigneur de Villevieille, qui emmène avec lui 15 000 soldats pour aider les Verts. On n'apprend pas grand-chose sur ce personnage, si ce n'est qu'il sert les Verts, peu importe qui en est le roi. Il n'est en effet pas choqué d'apprendre qu'Aemond est désormais roi, pour lui ça ne change rien. Ormund semble avoir un trait de caractère particulier, il a un odorat assez développé, et il est vite gêné par les mauvaises odeurs. Il le fait savoir au messager d'Alicent de façon assez brusque, en sortant ce qui semble être un flacon de parfum pour cacher l'odeur du cavalier, qui a sans doute chevauché pendant des jours pour lui apporter son message au plus vite. Je dois dire que je suis assez interloqué par la présence de ce jeune homme également, sur le camp Hightower. Il apparaît en discussion dans la tente d'Ormund quand le messager arrive et il assiste à sa rencontre. C'est aussi lui qui va s'occuper du messager sur les ordres d'Ormund. Alors est-ce que c'est un page ou bien un écuyer ou autre chose? Difficile à dire, mais je ne serais pas surpris qu'on le revoie plus tard. Pour rester du côté des Hightower, il faut qu'on parle d'Alicent, qui a l'air de vouloir faire tout son possible pour effectivement tenir la parole qu'elle a donnée à Rhaenyra de laisser le Donjon Rouge sans défense en poussant Aemond à quitter Port-Réal. Mais c'est plus difficile qu'elle ne le pensait, vu qu'Aegon a fui la ville, Aemond ne veut pas la laisser sans défense justement. C'est là qu'Alicent, me semble-t-il, lui sort un grand numéro. D'abord, elle appuie sur la peur que doit inspirer Rhaenyra et ses nombreux dragons. Même Aemond et Vhagar ne peuvent pas faire le poids face à autant de dragons. Mais lorsqu'Aemond insiste sur le fait qu'il n'a pas peur,
Alicent change de stratégie. Elle lui explique qu'elle aurait préféré qu'Aemond soit roi et pas Aegon, que s'il avait hérité de Viserys, tout ceci n'aurait pas eu lieu. Et c'est parce qu'elle tient à lui qu'elle le pousse à quitter Port-Réal, car elle ne supporterait pas qu'il meure. C'est ce discours qui semble convaincre Aemond, qui se permet d'ailleurs un geste particulièrement surprenant, il embrasse sa mère sur la bouche. Alors surprenant, oui et non. Un rappel évidemment que les Targaryens ont une tradition incestueuse générationnelle, mais je ne suis pas certain que ça aille jusqu'à des relations entre parents et enfants. Quoi qu'il en soit, ça me rappelle aussi cette vision de Daemon qui couchait avec sa mère dans la saison 2, et ça nous remet en plein visage l'espèce de complexe d'Oedipe dont semble souffrir Aemond, et qui était déjà assez présent chez Aemond dans saison 2, lorsqu'il apparaissait enlacé en position fœtale dans les bras de la prostituée Sylvie, une femme qui semblait lui offrir ses plaisirs, mais aussi un réconfort quasi maternel. Ici, Aemond saute un pas qui ne devrait quasi pas nous surprendre en réalité, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'Alicent le laisse faire, mais on voit bien qu'elle en est horrifiée. En témoigne la larme qui coule sur sa joue lorsqu'Aemond se détourne d'elle. Et là, je pense qu'Alicent a encore joué un rôle, et l'a laissé faire pour lui faire croire ce qu'il voulait, pour le mener à suivre son plan à elle, à savoir quitter la ville. Je suis évidemment curieux de vos interprétations en commentaire. Je reste du côté des Verts avec Criston Cole qui, lui, semble avoir mis un terme à ses questionnements philosophiques. Lorsque Gwaine Hightower vient lui signaler qu'un de ses soldats a violenté une villageoise, Cole n'a pas l'air plus choqué que ça. Il n'a même pas spécialement envie de lever le petit doigt en réalité. Et lorsque Gwaine lui dit que c'est à lui, en tant que commandant, de rappeler ses soldats à l'ordre, Criston Cole explique que de toute façon ils deviendront tous des bêtes avant leur mort. Une perspective qui n'est pas sans rappeler les états d'âme de Cole durant la saison 2, à partir de la bataille de Repos des Freux, ou Rook's Rest, qui l'a profondément bouleversé. En effet, quelle importance ont les hommes lorsque les dragons prennent les rênes du conflit. Et donc dans cet épisode 1, il va encore plus loin, à quoi bon avoir des principes ou des valeurs si de toute façon on va tous mourir. Ici, il semblerait que Criston ait tout simplement baissé les bras sur son code d'honneur qu'il ne respectait de toute façon pas beaucoup, étant donné ce qu'il faisait déjà de son serment de chasteté. Dans le Conflant, la série nous présente la fin d'une bataille menée par Daemon et son armée du Conflant. Ils ont, semble-t-il, massacré l'host des Lannister, comme en témoigne ce cadavre de lion qu'on décapite sommairement au premier plan. On note à nouveau l'empressement de Daemon à poursuivre ses cibles, quitte à ignorer les rites funéraires pour les soldats morts. Et il est à nouveau rappelé à l'ordre par Oscar Tully qui, lui, veut enterrer ses morts. Ça me rappelle la fin de la saison 2 où Oscar Tully tenait tête à un Daemon impatient. Tout va plus lentement qu'il ne l'espérait, mais il n'a pas d'autre choix que de respecter ses suivants. D'ailleurs, d'autres soldats viennent lui offrir une belle victoire sous la forme de la tête du seigneur Jason Lannister. Il s'agit des Loups de l'Hiver, promis par Cregan Stark dès l'épisode 1 de la saison 2. L'armée de Daemon est désormais au complet, et il semble que les Lannister soient déjà hors jeu dans le Conflant. Je suis sûr que certains lecteurs seront assez déçus de ne pas avoir vu la bataille en tant que telle, mais j'avoue être peu surpris. Il y a beaucoup d'événements dans Feu et Sang, et tous ne peuvent malheureusement pas être adaptés pour des raisons financières évidentes. De plus, qu'on le veuille ou non, le plan de House of Dragon est d'adapter la Danse des Dragons en seulement 4 saisons, il était donc logique qu'il y ait des coupes franches. À Père Dragon ou Dragonstone, le Conseil Noir de Rhaenyra s'interroge. La proposition d'Alicent est-elle un piège? D'un côté, on a Rhaenyra qui pense qu'il faut y croire, de l'autre, ses conseillers qui flairent le piège. Et il faut dire qu'ils n'ont aucune raison de croire en la bonne foi d'Alicent. Ici, seule l'amitié passée entre Rhaenyra et Alicent lui fait entrevoir une promesse tenue. Et il m'a semblé entrevoir chez Rhaenyra une volonté d'arrêter d'écouter les atermoiements sans fin de ses conseillers. Quand on lui dit de se montrer prudente, elle ignore désormais tout le monde et va se préparer au combat. C'est là qu'elle reçoit ce qui semble être un nouveau coup de poignard métaphorique, son propre fils, Jaehaerys, animé par sa volonté de protéger sa mère, et sans doute de prouver sa propre valeur, fait enfermer Rhaenyra dans ses appartements et vole au combat dans le gosier avec sa promise Baela. C'est vécu comme une énième trahison pour Rhaenyra, mais pas n'importe laquelle, puisqu'elle vient cette fois de son propre fils et héritier, mais aussi d'un membre de sa propre garde régine, Sir Laurent Marfeu. Ici, je pense qu'on assiste sans doute à un vrai point de bascule pour Rhaenyra. Pourra-t-elle encore faire confiance à quiconque après ça? Difficile à dire. Notez d'ailleurs que c'est avec Mysaria qu'elle se trouve enfermée, ce qui va sans doute l'avancer encore un peu plus auprès de Rhaenyra en tant que conseillère et confidente. J'ai aussi remarqué que lorsque Rhaenyra est piégée dans ses appartements et qu'elle se sent trahie, elle exprime sa fureur en lacérant sa propre robe.
C'est tout un symbole selon moi. Elle semble rejeter des atours qui représentent sa féminité dans un geste violent et armé. Et juste avant, la reine expliquait avoir certes le corps frêle d'une femme, mais avoir le courage d'un roi. Alors je ne serais pas surpris que cela mène Rhaenyra vers une trajectoire assez différente de celle qu'on lui connaissait précédemment. L'épisode 1 se termine sur une bataille assez dantesque, je crois qu'on peut le dire, alors que le blocus de la flotte Velaryon est forcé par la flotte de la Triarchie, menée par Shara Koloar et Tyrion Lannister. À bien des égards, cette bataille est un vrai carnage, où le feu et le sang sont répandus à foison. L'opposition entre les deux forces est dynamique, et les deux forces font preuve de styles de combat très différents. L'ordre chez les Velaryon, la vitesse et la surprise chez la Triarchie. Bien sûr, quand les dragons font leur apparition sur le champ de bataille, il y a un sentiment d'euphorie qui se met en place, mais celui-ci est de courte durée. Quand on comprend qu'un dragon ou qu'un dragonnier peut être ciblé et être mis en danger à l'image de ce premier coup de harpon au but, heureusement annulé par un piquet bien senti de Danselune ou Moondancer. Le répit est de courte durée, comme je vous le disais, car Rhaena débarque sur voleur de moutons ou sheep stealer et tente d'aider, mais sa monture finit par devenir folle et ne lui obéit plus. Ça se matérialise par un voleur de moutons qui incendie aussi bien les navires de la Triarchie que les bateaux Velaryon, mais aussi qui tente de saisir Baela et d'attaquer Danselune. Ici, on voit bien que Vermax et Danselune, les dragons de Jaehaerys et de Baela, leur obéissent au doigt et à l'œil, tandis que Voleur de Moutons n'en fait qu'à sa tête, sans doute rendu fou par les coups portés par les arbalètes et les boules de feu envoyées depuis les navires en mer. Et dans sa volonté de bien faire, Rhaena semble être responsable de la mort de Vermax et donc de Jaehaerys, car elle les distrait de leur véritable but, et Vermax est obligé de s'approcher des navires ennemis. Tout ça risque évidemment d'avoir des répercussions énormes, aussi bien pour Rhaena bien sûr, mais aussi pour Rhaenyra et tout son camp d'une manière générale. Jaehaerys, en voulant offrir une victoire à sa mère, meurt au combat, tandis que Rhaenyra perd son héritier dans les eaux du Gosier. Je disais tout à l'heure qu'Alyne et Corlys franchissent un nouveau pas lors de la bataille du Gosier. C'est assez clair selon moi dans la façon dont Alyne reprend le commandement du navire lorsque Corlys est trop bouleversé pour donner lui-même des ordres. C'est aussi particulièrement présent lorsque Corlys est hors de combat après son duel face à Shara Koloar et qu'Alyne reprend le flambeau avec une rage impressionnante. Le fils tue l'ennemi de son père avec violence. En tout cas, la bataille du Gosier se solde par 3 morts importantes, celle de Jaehaerys Velaryon, héritier du trône de Rhaenyra, mais aussi Shara Koloar et de Tyrion Lannister. A noter que Corlys Velaryon semble, lui, avoir disparu, mais vous connaissez l'adage, tant qu'on n'a pas vu de cadavre, il n'y a pas de mort. Avant de passer au décryptage des références, je dirais que cet épisode 1 de House of Dragon saison 3 donne vraiment le sentiment d'avoir affaire à ce qui aurait dû être l'épisode 9 de la saison 2. On reprend vraiment directement après les événements de l'épisode 8, avec des personnages qui poursuivent leur fil narratif exactement là où on les avait laissés. Il n'y a pas vraiment de remise en place du statu quo, comme on le fait souvent au début d'une nouvelle saison, et comment ne pas mentionner la bataille promise dans l'épisode 8, qui est effectivement très impressionnante, et m'a rappelé les grandes heures des productions de films de pirates, par exemple. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de séries capables de nous offrir un tel spectacle, et cet épisode 1 ouvre avec force une saison 3 qui promet. J'espère qu'elle ne nous décevra pas sur la longueur en tout cas. Avant de parler des nombreuses références de cet épisode 1 de House of Dragon saison 3, je voulais vous rappeler que si vous appréciez House of Dragon, Game of Thrones et tout cet univers, vous êtes exactement au bon endroit. Tout au long de la saison 3 de House of Dragon, je vous proposerai des réactions, des analyses d'épisodes et des théories chaque semaine, mais aussi un live de débrief tous les mardis soirs à 21h, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je sais que vous êtes 50% à regarder cette vidéo sans être abonné à la chaîne, ça me ferait très plaisir que vous rejoigniez l'aventure en cliquant simplement sur le bouton s'abonner. Merci à vous. Qui dit nouvel épisode dit décryptage des références, et vous allez le voir, elles sont nombreuses à nouveau dans cet épisode 1 de la saison 3 de House of Dragon. Je voulais commencer ce décryptage par la séquence d'Aegon et Larys qui sont arrêtés par des soldats durant la fuite dans une roulotte. Mais qui sont ces soldats et où se trouvent-ils concrètement? Une chose que la série nous dit, c'est qu'ils sont des soutiens de la reine Rhaenyra. Larys explique qu'ils partaient en direction de Blancport, ou White Harbour en anglais, donc vers la région du Nord. Si tel est le cas, il est très probable qu'ils aient pris la route de l'Est, qui longe la côte plutôt que la route la plus rapide, qui passe près de Harrenhal et donc en pleine guerre dans le Conflent. Les soldats annoncent d'ailleurs que le port le plus proche est celui de Sombreval, ou Duskendale en anglais, ce qui semble confirmer ma théorie. Dernière chose à voir, c'est bien sûr le blason de ces soldats, que l'on peut voir aussi bien sur leur plastron que sur leur bouclier. On y voit 2 ailes noires et un champ en damier noir et blanc qu'on a déjà vu durant la saison 2. En effet, il s'agit du blason de la maison Staunton,
qui réside à Repos des Freux, ou Rook's Rest en anglais. Pour rappel, la forteresse est tombée durant la bataille de la saison 2, épisode 4, et une garnison de Criston Cole y est postée. Cette séquence semble donc nous apprendre que les soldats Staunton survivants sont sur les routes et toujours fidèles à Rhaenyra. Quant au placement exact de cette rencontre, j'imagine que c'est probablement entre Sombreval et Repos des Freux, au nord-est de Port-Réal. Comme je vous le disais, Larys Fort mentionne la ville de Blancport, ou White Harbour. Il s'agit du siège de la maison Manderly. La ville est située quasiment sur la limite sud de la région du Nord, administrée par la maison Stark. Il s'agit d'une grande ville riche de son activité de port commercial. La maison Manderly a un blason reconnaissable à son triton sur champ bleu-vert. On devrait d'ailleurs rencontrer au moins un de ses membres durant la saison 3, en la personne de Torren Manderly. Les soldats Staunton veulent emmener leurs prisonniers à Sombreval ou Duskendale pour les livrer à la reine Rhaenyra. Sombreval, c'est également une ville portuaire de Westeros. Elle est située dans les terres de la Couronne au nord-est de Port-Réal. C'est le siège de la maison Sombrelin, ou Darklyn en anglais. Durant la danse des dragons, la maison Sombrelin est fidèle à Rhaenyra, ce qui vaut à la ville de Sombreval d'être mise à sac par l'host de Criston Cole juste avant la bataille de Repos des Freux. Les soldats Sombrelins étaient ensuite enrôlés de force dans l'armée de la main du roi Aegon pour combattre à Repos des Freux. Vous avez sans doute été marqué comme moi par la scène entre Alicent et Aemon dans la salle du trône. On y voit Aemon Targaryen assis sur le trône de fer avec une épée dans la main. Cette épée n'est pas la sienne normalement, mais vous l'avez sans doute reconnue, il s'agit de Feu Noir ou Blackfire en anglais, l'épée que maniait Aegon II Targaryen au moment de son couronnement. Il s'agit d'une épée en acier valyrien, mais aussi et surtout l'épée d'Aegon Ier dit le Conquérant. Elle a donc une signification royale toute particulière et se passe de roi en roi depuis des générations. Je suis allé vérifier dans les épisodes de la saison 2, Aemon l'a à la ceinture dès le moment où il devient régent à la place de son frère. Le fait qu'Aemon ait récupéré l'arme ne laisse aucun doute, dans son esprit, il est le nouveau roi des 7 couronnes. À noter qu'il a aussi la dague d'Aegon à la ceinture, dague qu'il lui avait volée à Repos des Freux. La bataille du Gosier a lieu dans le bras de mer, appelé le Gosier ou Gullet en anglais, qui mène à la baie de la Nera, ou Blackwater en anglais. On y trouve 2 îles d'importance, celle de Père-Dragon ou Dragonstone, et celle de Lamarck ou Driftmark, 2 îles détenues par les Noirs de Rhaenyra. C'est pour mettre un terme au blocus Velaryon sur le Gosier que la flotte de la Triarchie est engagée. Mais pour Shara-Koloar, on l'a vu, l'amiral de la flotte, c'est surtout une histoire personnelle et son attention se dirige en réalité vers Corlys Velaryon et Marée Haute particulièrement. Marée Haute, ou High Tide en anglais, c'est la forteresse de la maison Velaryon, basée sur l'île de Lamarck. Elle a été édifiée par Corlys Velaryon lui-même. Marée Haute porte son nom car elle est construite sur un promontoire rocheux qui n'est rattaché à l'île de Lamarck que par une digue lorsque la marée est haute. C'est grâce aux richesses qu'il a obtenues dans ses nombreux voyages que Corlys Velaryon a pu construire une telle citadelle. Elle est d'ailleurs bâtie avec un matériau très particulier, le marbre blanc, qui est aussi utilisé pour construire les Airiers, la forteresse des Arryn dans le Val. Un signe extérieur de richesse assez démentiel quand on y pense. On a aussi l'occasion de revoir le navire de Corlys Velaryon, qui a une modification d'importance durant la saison 2. Regardez bien la proue du navire et la sculpture qui s'y trouve. Vous y reconnaîtrez sans doute le visage de la princesse Rhaenys Targaryen, décédée à Repos des Freux dans l'épisode 4 de la saison 2. Ça n'a rien de surprenant, car Rhaenys était la femme de Corlys Velaryon. Très marquée par son décès, le seigneur de Lamarck lui a rendu hommage en renommant son navire amiral, le Serpent de mer, en un tout autre nom, la reine qui ne le fut jamais, surnom de Rhaenys dans l'histoire de Westeros, et vous noterez que la sculpture tient une couronne entre les mains d'ailleurs. À bord de son bateau, Corlys tend à nouveau la main à son fils bâtard Aline de Karen, il ouvre une bouteille qui vient d'Ib, nous dit-il, il fait ici référence à Ib ou bien Iben, qui est une île située au nord d'Essos, en pleine mer Grelotte ou Shivering Sea en anglais. C'est très loin de Westeros et de Lamarck, mais ça ne doit pas nous surprendre, car lors de ses nombreux voyages, Corlys a exploré beaucoup de zones du monde connues, dont la mer Grelotte avec Lorath et Iben, à bord d'un navire nommé le Loup des Glaces. Pour la première fois, Corlys évoque la mère d'Aline et d'Adan de Karen, mais ne la nomme pas. Il explique qu'elle était charpentière et qu'il était attaché à elle le temps qu'ils se sont côtoyés, mais il ne voulait pas faire de la peine à sa femme Rhaenys en légitimant ses bâtards. Vu que j'imagine qu'on ne la verra jamais dans la série, je vais vous donner quelques détails sur la mère d'Aline et d'Adan. Sachez que dans Feu et Sang, la mère d'Aline et Adan de Karen a un surnom, la souris, The Mouse en anglais, mais aussi un nom, Marilda de Karen. On y apprend d'ailleurs qu'elle a vendu le chantier naval de son père pour acheter un navire qu'elle a nommé la Souris.
En faisant du commerce et en naviguant, elle fait fortune et peut donc s'acheter ensuite d'autres navires. Pour revenir à la bataille du Gosier, alors que la flotte de la Triarchie arrive, Corlys demande à Alyne de Karen si ce sont les Lannister ou bien les Greyjoy qui les attaquent. Ça n'a rien de surprenant qu'il pense à ça. En réalité, les Lannister et les Greyjoy sont les deux maisons qui possèdent les flottes les plus importantes, en dehors des Velaryon. De plus, les Lannister sont alliés d'Aegon, donc il semblerait logique que ce soit eux qui viennent attaquer le blocus. Mais en réalité, une flotte venue de Port-Lannis ou bien de Pyke mettrait un temps fou avant de faire le tour de Westeros par le sud, avant d'arriver jusqu'au Gosier. Comme le temps était compté, c'est donc la Triarchie qui a été engagée. Mais le fait que ce soit la Triarchie, ça change tout, car Corlys, comme le dit bien Charles Coloar, a combattu contre la Triarchie pendant des années, notamment dans les Degrés de Pierre, comme on l'a vu durant la saison 1. Il y a donc une grande rivalité entre les deux amiraux. Quand on retrouve Daemon, il est en train de mettre un terme à une bataille dans le Conflent face aux Lannister qu'il a vaincu. Malheureusement, la série se montre peu claire sur la bataille dont il s'agit. Dans le livre, il y a en effet plusieurs batailles dans le Conflent entre les Lannister et l'armée des seigneurs du Conflent, mais aucune dans laquelle Daemon est impliqué. Quoi qu'il en soit, parmi les soldats présents ici sur le champ de bataille, on peut reconnaître plusieurs blasons. On a d'abord l'aigle blanc sur fond bleu de la maison Mallister de Salvemer, ou Seaguard en anglais, la truite évidemment bondissante de la maison Tully de Vivzeg ou Riverrun, les talons rouges de la maison Bracken de la Épierre ou Stonehenge en anglais, mais aussi la Vierge dansante de la maison Piper de Château-Rosière ou Pink Maiden Castle en anglais. Et enfin, on voit aussi le blason écartelé de la maison Vance de Bel Accueil, à ne pas confondre avec la maison Vance d'Atranta qui soutient Aegon II durant la danse des dragons. Parmi les personnages importants présents autour de Daemon, on reconnaît bien sûr le jeune Oscar Tully, devenu suzerain du Conflent depuis la mort de son grand-père Grover durant la saison 2. C'est grâce à lui que Daemon peut compter sur l'ost du Conflent. Ensuite, on la voit à peine, mais il me semble reconnaître ici Annie Shapiro, qui donne vie au personnage d'Alysanne Nerbosque, ou Blackwood en anglais, dans House of the Dragon. Et enfin, les loups de l'hiver débarquent dans ce premier épisode sous le commandement d'un homme qu'on n'a pas encore présenté nommément. Dans la série, il s'agit de Roderick Dustin, ou Roddy la Ruine, seigneur de Tertrebourg, Barrowtown en anglais, dans le nord. Daemon Targaryen veut poursuivre les Lannister jusqu'à l'Œil-Dieu. Pour rappel, l'Œil-Dieu, ou God's Eye en anglais, est un grand lac situé dans le Conflent, au sud du Trident. Harrenhal est placé juste au nord du lac, tandis que l'île aux Faces se trouve en son centre. Il semble que les dragonniers de Rhaenyra soient d'ailleurs stationnés près de l'Œil-Dieu, je vous en reparle juste après. Face à Aemon Targaryen, Alicent l'encourage à se rendre jusqu'à Harrenhal et à tuer son oncle Daemon, mais aussi à se cacher dans la forteresse. Elle explique en effet que Harrenhal a déjà subi le feu dragon et que ce serait donc un bon endroit où se réfugier. J'avoue, j'ai pas trop compris la stratégie, mais bon, peu importe. Alicent fait ici référence au fait que le château de Harren le Noir a été incendié par Aegon le Conquérant durant la conquête de Westeros 130 ans plus tôt. Le gigantesque château est depuis en ruine, certaines de ses pierres ayant fondu sous le souffle enflammé de Balerion, le dragon d'Aegon. Dans la forêt, Gwaine Hightower trouve Criston Cole affairé à peindre un bouclier. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais on a déjà vu ce qu'il peint dans la saison 1, ce sont les armoiries de la maison Cole, près de la frontière de Dorne. On voyait ce blason lors du tournoi de Port-Réal donné en l'honneur de la naissance du prince Baelon, premier fils de Viserys Targaryen, et d'Aemma Arryn, enfant qui mourra au lendemain de sa naissance et sera tristement surnommé par Daemon l'héritier d'un jour. En principe, les chevaliers de la garde royale n'ont plus de blason personnel, ils portent en effet simplement le blanc de leur ordre. Le fait que Criston Cole s'intéresse à nouveau à ses propres armes m'indique qu'il se détache encore un peu plus de son serment. Gwaine et Criston Cole mentionnent la ville des Épois, ou The Antlers en anglais, où ils devaient avoir rendez-vous avec Aemond sur Vhagar. Les Épois, c'est une ville où réside la maison Buckwell, dans les terres de la Couronne. La ville est située à l'est de l'Œil-Dieu, dont j'ai parlé juste avant. Il semble d'ailleurs que les nouveaux dragonniers de Rhaenyra soient placés en bordure du lac de l'Œil-Dieu. C'est là qu'on entend pour la première fois l'expression semence de dragon, ou dragon seed en anglais, que le livre Feu et Sang utilise pour désigner les bâtards targaryens en général, et pas seulement Ulf, Adam et Hugh. Et par extension, le fait de tester des dizaines de bâtards pour tenter d'apprivoiser les dragons sans cavalier dans l'épisode 7 de la saison 2 porte un nom également, celui de la Semaison Rouge. Car en testant toutes ces semences de dragons, on a fait couler beaucoup de sang en réalité. En tout cas, Ulf et les semences de dragons vivent un drôle de séjour près de l'Œil-Dieu. Alors qu'Ulf est en train de faire ses besoins primaires dans la forêt entre deux fougères, il tombe nez à nez avec un animal tout à fait particulier, un bouc ou une chèvre noire. Alors comme ça, vous allez me dire que ça n'est rien de bien fascinant, bah détrompez-vous. En effet,
Cette chèvre noire, on l'a déjà vue dans la saison 2, mais cette fois, elle faisait face à un autre personnage, Daemon Targaryen. Et cette chèvre noire, à Westeros, elle a une signification particulière, ou plutôt en Essos. Cette chèvre noire, ou bouc noir, Black Goat en anglais, est une divinité que l'on vénère à Qohor, en Essos. Les hommes sans visage le considèrent comme un des visages du dieu multiface. La chèvre noire exige des sacrifices de sang quotidiens. Reste à savoir si ces deux apparitions de ce bouc, ou cette chèvre noire, comme je vous le disais, a une signification, ou si c'est simplement une coïncidence. Mais j'en doute. Les semences de dragon font aussi la brève rencontre d'une créature que l'on peut imaginer être un homme vert, Green Man en anglais. Les hommes verts font partie d'un ordre de gardiens chargé de protéger l'île aux Faces qui se trouve en plein milieu du lac de l'Œil-Dieu. L'île aux Faces porte ce nom car tous les barrals qui s'y trouvent ont un visage, car c'est le lieu d'un ancien pacte dessiné entre les enfants de la forêt et les premiers hommes. Là encore, on en avait déjà brièvement aperçu un dans la saison 2 lorsque Daemon et Alice Rivers se rendaient devant le barral de Harrenhal. On les a vus très brièvement, mais il faut en parler, les Hightower nous présentent de nouveaux personnages dans l'épisode 1, à commencer par Ormund Hightower, c'est le seigneur actuel de la maison Hightower qui veille sur Villevieille, ou Old Town en anglais. Pour la petite histoire, Ormund c'est le neveu d'Otto Hightower et le cousin d'Alicent. En saison 2, le conseil restreint d'Aegon a envoyé des lettres à Ormund pour qu'il rallie ses troupes à Villevieille et marche vers le nord pour défendre le règne d'Aegon II. Et comme on peut le voir à la fin de la saison 2, l'armée Hightower se dirige bel et bien vers le conflit. À noter qu'Ormund Hightower possède une épée en acier valyrien qu'on appelle Vigilance. Il est accompagné d'un chevalier qui n'est pas difficile à identifier. Ormund l'appelle en effet John le Hardy, c'est le surnom de Sir John Roxton. C'est un chevalier de la maison Roxton qui est basé au Ring, dans le Bief. On reconnaît ses armoiries aux anneaux d'or emboîtés sur un fond bleu. Aux côtés d'Ormund Hightower, John Roxton fait partie des soutiens déclarés d'Aegon II. Lui aussi possède une épée en acier valyrien qui porte le doux nom de faiseuse d'orphelins. Un truc que le livre précise aussi, c'est que John Roxton est d'ailleurs connu pour son sale caractère. Vous aurez aussi noté la présence d'une dragonne dans l'ost des Hightower. Il s'agit de Tessarion, qu'on reconnaît facilement à ses écailles bleues et ses ailes cuivrées. Tessarion, c'est la dragonne du prince Daeron Targaryen, le troisième fils de Viserys Targaryen et d'Alicent Hightower. On les voyait survoler l'armée Hightower à la toute fin de la saison 2. Ce qui est intéressant évidemment, c'est que dans cet épisode 1, on voit Tessarion, mais on ne voit pas son cavalier. Un peu étrange, non ? Enfin, je voulais mentionner quelque chose concernant Rhaena Targaryen. Lorsqu'elle s'approche de voleurs de moutons, ou sheep stealer, elle entonne un air particulier. Cette chanson, vous la connaissez là encore, car vous l'avez entendue à la toute fin de la saison 1, où dans l'épisode 10, Daemon Targaryen chantait en haut valyrien au sein du Mont Dragon. C'est là qu'on découvrait pour la première fois Vermithor. On imagine que cette chanson est enseignée aux dragonniers ou futurs cavaliers dragons pour calmer les dragons. Et ça semble fonctionner, ici, pour voleurs de moutons. Avant de parler des différences entre cet épisode 1 et le livre Feu et Sang, sachez que mes abonnés soutiens reçoivent mes vidéos en avance, mais aussi plein de contenus exclusifs comme des réactions nostalgiques et des lectures de Feu et Sang. Si c'est le genre de choses qui peuvent vous intéresser, rejoignez la chaîne YouTube, ma page Ulule ou bien Ko-fi et faites partie des vrais dragons qui soutiennent la chaîne, un grand merci à eux. On reprend les bonnes habitudes avec cette analyse hebdomadaire des différences entre House of Dragon et Feu et Sang, et comme vous en doutez, elles sont nombreuses, et cet épisode 1 marque à nouveau ces déviations assumées avec le matériau original de George R. R. Martin. C'est parti pour l'analyse des différences. Je l'avais dit à l'époque de la fin de la saison 2, mais autant répéter l'évidence. Dans le livre de George R. R. Martin, Alicent ne propose aucunement à Rhaenyra de lui ouvrir les portes du Donjon Rouge. Il va donc sans dire que les scènes où elle tente de convaincre son fils Aemon de quitter Port-Réal avant que Rhaenyra vienne le tuer n'existe pas non plus dans le livre. Je profite d'être à Port-Réal pour dire que le livre Feu et Sang ne mentionne pas de détails concernant la relation entre Aemon et Alicent. Typiquement, le terrifiant baiser qu'ils échangent n'existe pas du tout dans le livre. De même, Aemon ne se trouve pas à Port-Réal à ce moment-là de la Danse des Dragons, donc lorsque Aegon fuit, l'Aemon du livre ne prétend pas que son frère a abdiqué et ne se déclare donc pas roi. Au sujet de la fuite d'Aegon et de Larys, dans le livre, cette fuite semble avoir lieu un peu plus tard durant le conflit, probablement au même moment que les événements de l'épisode 2 de la saison 3, j'imagine. Pour autant, on ne sait pas comment se déroule cette fuite, ni comment ils s'y prennent, ni s'ils rencontrent des difficultés dans leur trajet. Leur capture par des soldats de la maison Staunton est donc un ajout de la part de la série, et j'avoue que je suis assez curieux de voir ce que ça va apporter à la saison 3.
Du côté du Conflant, j'ai noté quelques différences également. Déjà, les batailles entre les Lannister et l'host du Conflant de Daemon sont plutôt détaillées dans Feu et Sang. House of Dragon décide ici de montrer plutôt la fin d'une de ces batailles pour des raisons budgétaires, ça me semble assez certain. De même, la série fait des changements car ni Daemon ni Caraxes ne sont présents lors de ces batailles. Par ailleurs, les Loups de l'Hiver de Roderick Dustin ne participent pas à cette bataille et ne sont pas responsables de la mort de Jason Lannister. Dans le livre, c'est un écuyer du nom de Pat de Longfeuille qui le tue. Très probablement un personnage que la série va couper à mon avis. Concernant les semences de dragon ou Dragon Seeds, l'histoire Kulf raconte sur les sévices qu'il a subis étant jeune, mais aussi le fait qu'on lui a bourré le crâne avec l'idée de sa propre destinée sont des inventions de la part de la série, des ajouts que je trouve personnellement assez intéressants, dans le sens où ça permet de donner plus de corps au personnage d'Ulf. À Père Dragon, sachez que Rhaenyra n'est pas du tout enfermée ni trahie par son fils ou bien sœur Laurent Marfeu en amont de la bataille du Gosier dans le livre. En effet, dans Feu et Sang, il est le premier à voler au secours de la flotte Velaryon avant d'être appuyé par 4 autres dragons. Oui, il y a bien un total de 5 dragons à la bataille du Gosier dans le livre de George R. R. Martin. On peut imaginer qu'en faire apparaître autant au combat aurait été trop cher pour la série. Quoi qu'il en soit, dans le livre, Dancelune et Baela ne participent pas du tout à la bataille, mais c'est Vermax et Jaehaerys qui sont rejoints par Fumée des Mers, Seasmoke et Adam, Vermithor et Hugues Marteau, Silverwing, Aile d'Argent et Ulf le Blanc, mais aussi Voleur de Moutons, Sheepstealer. C'est d'ailleurs le moment pour moi d'évoquer les gros changements concernant Voleur de Moutons dans cet épisode. D'abord, dans le livre, il est dompté par un tout autre personnage du nom d'Orty, ou Nettles en anglais, dont l'intrigue du livre semble avoir été fusionnée pour une raison ou pour une autre avec celle de Rhaena. Deuxième point, Voleur de Moutons ne montre aucun signe de défiance vis-à-vis de sa dragonnière durant la bataille du Gosier. Il n'est en effet pas fait mention que le dragon sauvage se soit attaqué à d'autres dragons ou au navire Velaryon. Je voulais aussi mentionner la mort de Jaehaerys, moment choc de cet épisode 1. Elle a effectivement lieu durant la bataille du Gosier, bien sûr. Il existe plusieurs versions cependant dans le livre pour expliquer le fait que Vermax se soit effondré dans les eaux. Alors est-ce que c'est un carreau d'arbalète dans l'œil qu'il aurait reçu, ou bien un grappin lancé par un marin qui lui aurait lacéré le flanc? Quoi qu'il en soit, le résultat est le même, le dragon se serait écrasé sur une galère en flammes, et Vermax comme le navire auraient coulé ensemble. Le livre explique ensuite que Jaehaerys a réussi à se détacher de la selle de son dragon, mais qu'il a été accueilli par des dizaines de carreaux myriens. Ici, la série fait le choix de ne pas s'acharner sur le pauvre Jaehaerys comme le livre Feu et Sang. Pour terminer avec les différences sur la bataille du Gosier, la série ajoute toute une dynamique de rivalité longue de plusieurs décennies entre Sharako Loar et Corlys Velaryon. Les deux amiraux ont effectivement dû se croiser à plusieurs reprises, mais le livre n'insiste pas du tout sur cette rivalité plus que ça. Je trouve que l'ajout est assez bienvenu en réalité, car il donne des enjeux à ces personnages à l'intérieur même de la bataille, et donne aussi plus de clarté aux motivations de Loar. Autre grosse modification de la série, dans cet épisode 1, Tywin Lannister ne meurt pas du tout durant la bataille du Gosier, mais bien plus tard dans Feu et Sang. On imagine que le reste de son intrigue du livre va soit être coupé par la série, soit être tout simplement transféré à un autre personnage. Je voulais dédier une courte section spoiler aux lecteurs de Feu et Sang ici, parce qu'il y a des thématiques d'importance à mon avis qui se dessinent dans cet épisode 1. Alors évidemment, si vous n'avez pas encore lu le livre de George R. R. Martin, je vous invite à quitter cette vidéo, à laisser tout simplement un petit pouce en l'air, un abonnement, un commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, parce que là tout de suite, on va commencer la section spoiler. Alors évidemment, si vous n'avez pas lu le livre, sachez que la suite de cette vidéo va spoiler. Donc attention spoiler, si vous me quittez là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes futures vidéos. Une première chose que je voulais noter, c'est qu'il me semble assez certain que l'épisode 2 sera dédié au moins en partie à la prise de Port-Réal par Rhaenyra et ses soutiens. Avec la déroute des Verts au Gosier, la proposition d'Alicent et surtout la mort de Jaehaerys, on peut imaginer que Rhaenyra passe dans une toute autre dimension dès l'épisode 2 et qu'elle bascule dans le rôle d'une reine moins attentive à ses conseillers. Et j'imagine qu'une des grandes thématiques de la saison 3 sera aussi de voir ce qui se passe quand Rhaenyra sera vraiment confrontée à la gouvernance de Port-Réal et des 7 couronnes. Je voulais mentionner une autre scène, car en réalité peu de choses m'ont fait penser à des passages futurs de Feu et Sang dans cet épisode 1, à part les différentes prises de parole d'Ulf le Blanc dans sa discussion animée avec Adam et Hugues Marteau. Le fait que tous les deux sont obligés de lui expliquer qu'être adoubé ne fera pas de lui le détenteur d'un château, ni d'un domaine, m'indique que les scénaristes souhaitent mettre en place quelques éléments concernant les envies et les enjeux d'Ulf pour la suite. Sous le coup de l'humour, la série met en place le fait que l'ambition d'Ulf est tout autre que la volonté de devenir chevalier. Je suis curieux de voir si on aura d'autres signes avant-coureurs de ses futures actions dans Feu et Sang.
Concernant la bataille du Gosier, je dois dire être assez surpris de voir que le fol abandon manque à l'appel, alors que c'est aussi un des grands moments de cette séquence dans le livre. Alors je suppose qu'on l'aura aussi à un autre moment en saison 3, mais je me demande si la scène ne va pas perdre de son impact quand on l'aura extraite du contexte saisissant de la bataille du Gosier, à voir en tout cas. Et dernière chose qui me vient en tête aussi, c'est la façon dont Alice Rivers semble faire tout ce qu'il faut pour laisser le champ libre à Aaron en donnant l'info aux semences de dragons concernant la bataille du Gosier, elle s'assure qu'il n'y a plus de dragonniers près du château, comme si elle souhaitait que la forteresse ne soit pas gardée avant l'arrivée de quelqu'un d'autre. Ça me fait me demander si Alice Rivers a prévu la venue d'Aemond et qu'elle lui a facilité la tâche. On verra en tout cas si c'est confirmé ou pas dans la suite de la série. Évidemment, si vous avez des commentaires à faire sur ces réflexions, je vous fais confiance pour mettre des balises spoilers au début de votre commentaire, pour éviter de dévoiler des choses aux néophytes, merci pour eux. Avant de nous quitter, dites-moi dans les commentaires quelle est la scène que vous avez préférée dans cet épisode 1 de House of Dragon saison 3. Est-ce que j'ai raté des choses? J'imagine que j'ai pas pu tout traiter, même s'il y a plus d'une demi-heure de vidéos d'analyse. Donnez-moi vos analyses dans les commentaires, je les lis avec grand intérêt évidemment. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, dès demain à 17h. Évidemment, ma vidéo théorie sur le trailer Weeks Ahead, donc l'épisode 2, mais surtout le reste de la saison 3. Soyez au rendez-vous évidemment, et je vous laisse tout de suite avec une autre vidéo pour poursuivre votre lecture autour du thème de House of Dragon, bien entendu. À très bientôt tout le monde, salut à tous.